Avant de continuer, je vais essayer de répondre à deux questions qui ont... La première question que nous avons reçue, la question était de savoir la différence entre un match amical et un match officiel en fonction de la confiance qu'un joueur de basketball peut engranger. Vous pourriez avoir des basketteurs, des jeunes basketteurs qui n'ont pas encore toutes les capacités dont vous avez besoin, mais j'ai quelques suggestions à vous faire. Euh, Cet appel Zoom là que nous sommes en train d'avoir actuellement à enregistrer, il sera envoyé sur notre plateforme WhatsApp et il sera aussi sur notre site internet. La première chose la plus importante, c'est de célébrer les petites victoires. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire, par exemple, de faire high five, c'est-à-dire se taper dans les mains lorsqu'ils réussissent des exercices de groupe. Quel que soit le niveau de réussite, vous devez leur permettre de comprendre cela. Et le deuxième point, c'est que vous devez établir des objectifs qu'ils peuvent atteindre facilement. Et cela va aider vos joueurs à comprendre votre objectif initial et ce que vous voulez qu'ils engrangent comme connaissance à la fin. Et cela, évidemment, requiert un développement beaucoup plus concentré, mais vous devez célébrer les petites victoires, les petits succès que vous avez. Cela va instaurer une confiance qui est assez forte chez chacun de vos joueurs, surtout pour ceux qui sont jeunes. Le deuxième point qui est très important, c'est que vous devez faire de telle sorte que vos joueurs aient confiance en eux. Parce qu'au début, généralement, il y a certains joueurs qui sont plus grands, il y a certains joueurs qui sont plus athlétiques, mais au début, vous devez comprendre que chacun de vos joueurs a un défi personnel qui doit vaincre. Donc, vous devez avoir une idée de ces défis-là en tant que coach. Donc, euh, sur Internet ou sur notre site Internet à l'Académie, vous pouvez avoir ces différentes données-là qui pourraient vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. J'ai un autre feedback qui est très constructif, à mon avis. Vous devez faire de telle sorte que vos joueurs, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, aient l'envie et aient l'amour d'apprendre. Donc, vous êtes au-delà d'un coach. Vous ne devez pas être agressif dans votre manière de divulguer la connaissance que vous avez, mais vous devez être une sorte de détective, d'enquêteur. Vous devez avoir une connaissance particulière de chacun de vos joueurs. Vous devez savoir, par exemple, que ce joueur-là en particulier est un peu timide ou celui-là est un peu plus ouvert. Donc, en fonction de ces détails-là, vous allez être capable de leur donner certaines requêtes ou vous allez être capable de leur demander certains efforts ou moins d'efforts en fonction de tout cela. Euh, il est aussi important que vous présentiez des modèles à vos joueurs. Des modèles, c'est-à-dire que ça peut être un joueur qui a eu du succès, un joueur de basket qui a eu du succès, qui est dans votre localité ou qui est international. Mais en tout cas, ce modèle-là doit être quelqu'un qui inspire confiance et qui a une morale et qui a une influence positive aussi. Une autre chose importante, vous devez faire de telle sorte que tous vos joueurs croient en eux-mêmes. On a déjà parlé de la confiance personnelle, mais qu'ils croient en eux-mêmes est un pilier qui va leur permettre de passer à un point, à un tout autre niveau dans leur carrière. Vous devez être capable d'instaurer une culture de votre équipe, un esprit dans votre équipe. Et vos joueurs se rendront compte de la chance qu'ils
qu'ils ont, pardon, d'être dans cette équipe-là et de la valeur de chacun de leurs coéquipiers lorsque vous leur ferez comprendre cela. Juste le fait, par exemple, de passer, rendre visite à un de vos joueurs à la maison ou de l'appeler de temps en temps peut être un petit pas, mais qui va avoir un rôle massif. Donc, vous devez pousser vos joueurs à continuer de s'impliquer jour après jour. Pourquoi? Parce que c'est très important de garder l'inspiration au niveau le plus haut, surtout lorsqu'il s'agit de vos joueurs les plus jeunes. Euh, Souvent aussi, il y a des situations où vous devez avoir des exercices pratiques ou des matchs amicaux, mais vous n'avez pas eu assez de temps pour vous entraîner avec vos joueurs. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Une des choses que vous pourriez faire, c'est de leur apprendre des exercices basiques comme tapoter la balle ou faire des entrejambes et impliquer même ceux qui n'ont pas la balle, de telle sorte qu'ils savent que c'est toute une machine et que tout cela aussi fait partie des différentes capacités d'un basketteur. Les exercices de conditions physiques qui ne nécessitent pas d'outils ou d'équipements en particulier. Il y a tellement de choses que vous pourriez faire. Vous allez devoir faire parler de côté créatif à ce niveau-là. Donc, évidemment, vous êtes un coach, vous allez devoir être créatif. C'est très important, en tout cas, et vous devez comprendre cela. Parce que souvent, vous n'avez pas des équipements, vous n'avez pas d'outils à votre portée, mais vous devez être capable de faire le travail. Un autre point, une autre chose que vous pourriez faire, c'est de vous assurer que vous travaillez dans un environnement qui est amusant, qui est cool, comme on le dit. Cela va leur permettre de s'impliquer davantage. Ils seront heureux d'être là, d'être avec leurs coéquipiers, surtout lorsqu'il s'agit des plus jeunes basketteurs. Cela va leur permettre de continuer de s'impliquer davantage. Et cela va les aider au fur et à mesure que la procédure avancera. Donc, comme je l'ai dit, juste envoyer un SMS ou d'appeler vos joueurs de temps en temps peut signifier beaucoup de choses. Vous pourrez faire aussi, vous pouvez faire par exemple un appel vidéo ou raconter des histoires qui vont inspirer vos joueurs ou autre chose. Et tout cela va participer à la culture que vous instaurez, à l'esprit que vous instaurez dans votre équipe. Il y a un autre point, on en a déjà parlé avant, mais vous devez avoir des objectifs personnels. Ils doivent être faits par palier. Le coach Cox l'a dit, vous pouvez leur demander, par exemple, de faire certaines choses spécifiques lorsqu'ils ne sont pas à l'entraînement avec vous. Un peu comme des devoirs de maison, si vous voulez. Cela va, pour les joueurs qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas de téléphone, vous pouvez leur donner des exercices à dessiner, par exemple, un schéma ou un diagramme ou un graphique. Et vous devez aussi en même temps leur donner des directions assez claires. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui aiment beaucoup plus le basketball par rapport à certains autres joueurs. Et cela va contribuer à leur croissance personnelle. Et vous allez vous rendre compte que ce petit garçon-là ou cette petite fille-là a fait tous les exercices que je lui ai demandé de faire. Puis, pour les autres qui ne l'ont pas fait, il n'y a pas de problème. Tout va bien, mais cela va vous permettre de comprendre leur mentalité et comment ils voient les choses. Je pense que les vidéos que nous avons vues jusqu'à présent vont vous aider. De toute façon, elles sont disponibles. Vous pouvez leur partager, par exemple, et en discuter ensemble. Vous regardez la vidéo ensemble et discuter ensemble. C'est aussi un moyen pratique. Et dernier point, vous devez planifier tout ce que vous faites. Et vous devez être concis et spécifique dans ce que vous leur dites
et en fonction de votre programmation, cela doit se sentir. Je pense que le fait de se rendre dans différentes stations, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez, est très positif. Vous pouvez leur donner des travaux de station. Donc, on va prendre un exemple. Vous avez un coach assistant avec vous ou un basketteur qui est un peu plus âgé qui peut vous aider. Vous avez un exercice, vous pouvez avoir une station pardon, de tir, de passe, de rebond. Comment cela peut vous aider de manière pratique? Si vous faites un exercice de lay-up, par exemple, l'objectif pourrait être de mettre un layup chaque 45 secondes, pardon, et vous pouvez vous dire, par exemple, qu'à chaque 5, 6 ou 7 minutes, vous allez vous rendre à une station en particulier. Et cela pourrait vous permettre de, de travailler de manière beaucoup plus efficace. Donc, voilà les deux questions que j'essaie de répondre. Je vais envoyer ces questions-là plus tard à Gary et aussi dans le groupe WhatsApp. Je pense que c'est juste important parce que on ne peut pas tout se rappeler d'un coup, mais je vais le partager plus tard. Maintenant, je vais partager mon écran et on va discuter des principes fondamentaux qui, selon moi, les joueurs ouest-africains pourraient prendre très au sérieux et cela va leur garantir une bonne carrière dans le basketball. Et ce sont des conseils qui, je pense, les aideraient de manière significative dans leur carrière. Ah oui, est-ce que tu arrives à voir mon écran? Donc, voici le premier document. Il y a certains concepts généraux que vous pouvez utiliser. Donc, on va supposer que j'ai une équipe de jeunes actuellement que j'entraîne. Voici certains concepts que je peux leur enseigner. Le premier point, c'est l'acronyme STBPYM. Le S signifie que vous devez voir la balle, puis vous devez faire jouer votre joueur. Excusez-moi, c'est une erreur. Je devais écrire play au lieu de player. Vous devez voir l'action de la balle, le mouvement de la balle. Mais en même temps, vous devez planifier aussi les mouvements de votre joueur. C'est très important. Gary, est-ce que je peux régler ce souci-là maintenant, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider? Parce que je vais m'assurer que je vous donne la bonne terminologie sur ce document. De toute façon, je vais arranger cela plus tard. On va continuer. Donc, on a parlé du S. Vous devez voir la balle, planifier les mouvements de votre joueur. On peut le dire de manière contraire aussi. Planifier les mouvements de votre joueur et voir la balle. Mais concernant ce premier point de l'acronyme-là, le plus important, c'est la balle. Qu'est-ce que la balle fait? Quel est le mouvement de la balle? Quel est le mouvement de la balle? Vous devez vous concentrer sur le mouvement qu'effectue la balle. Donc, on a parlé des concepts généraux.
de voir la balle et planifier les mouvements de votre joueur. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que fait la balle actuellement? Quel est le mouvement de la balle actuellement? Vous devez faire attention au mouvement de la balle. Je pense que c'est quelque chose qui est très américain, mais vous devez aussi essayer d'inclure cela dans vos habitudes ouest-africaines. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la balle et vous voyez le joueur à qui est destinée cette balle-là, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la position de la balle? Est-ce que la balle est au-dessus de sa tête? Ou est-ce qu'il s'apprête à tirer ou à dribbler ou à aller en drive? C'est un indicateur pour vous. Et cela va vous permettre de savoir où est-ce que vous devez vous situer sur le parquet. Donc, cela va servir d'anticipation. Donc, c'est impossible de le faire si vous ne savez pas quels sont les mouvements prévus pour la balle. Mais dans ce genre de situation-là, vous devez être capable de savoir quelle est la seule chose que vous pouvez faire. Parce que souvent, vous pouvez seulement faire la passe ou seulement dribbler ou seulement tirer. Vous devez prendre conscience de ce que vous devez faire en fonction de la position de la balle et de la position de votre joueur. Et cela va vous permettre de prendre des décisions rapidement. Mais si vous ne savez pas lire les mouvements de la balle, vous n'allez pas être capable de battre votre défenseur. Et c'est un point qui est essentiel. On va aller au point suivant et j'aimerais vraiment que vous me suiviez sur ce point-là. MTBU. Tous mes joueurs, en tout cas ceux que j'ai entraînés, ils connaissent par cœur cet acronyme-là, qui signifie faites de telle sorte que la balle soit inconfortable. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcément vous focaliser sur celui qui a la balle, mais je sais que cela n'a pas forcément de sens. Mettre la balle, faire de telle sorte que la balle soit inconfortable, mais la balle doit circuler. Elle ne doit pas être statique. Soit la balle circule, soit le joueur circule. Mais vous devez faire de telle sorte que la personne qui a la balle, surtout lorsque vous êtes le défenseur, cette personne-là se soucie de votre présence. Vous devez rendre le joueur et la balle inconfortable en même temps. Et un des très bons exercices à faire, c'est que vous devez faire des exercices afin d'être capable de garder la balle devant vous. Vous devez, lorsque vous êtes le défenseur, avoir une grande activité des mains. Vous devez penser, vous devez faire de telle sorte que le défenseur fasse penser à l'attaquant tout le temps. Il ne doit pas penser à la balle, à ce qu'il va faire, mais il doit penser à vous. Vous devez jeûner le joueur de manière continue. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Un autre acronyme, KIF, qui est tout aussi important que les autres. C'est un aspect très important de la défense. Vous devez rester devant. C'est très simple, vous allez le voir. Mais très souvent, on se rend compte que le placement des pieds est mauvais ou le placement de nos coéquipiers est mauvais, la position de la balle est mauvaise. Mais vous devez connaître vos points préférentiels où le joueur est beaucoup plus à l'aise. En tant que coach, vous ne voulez jamais laisser un mauvais défenseur en face d'un bon attaquant. Vous allez devoir faire circuler ou faire des rotates, mais ne pas oublier de garder le joueur en face de vous. C'est très important. Et je vais continuer un peu plus en profondeur concernant ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de détails qui concernent ce concept qui est tout à fait simple. Euh, et on va en parler plus tard dans nos diapositives qui parlent de défense. On va voir par exemple que vous avez la possibilité de pousser légèrement, de faire un mouvement de l'épaule pour gêner votre attaquant ou forcer par exemple la direction de l'attaquant lorsque c'est vous le défenseur. Si par exemple je peux forcer l'attaquant vers la droite, alors je vais le pousser avec mon épaule gauche et au fur et à mesure.
Donc, le tout premier mouvement effectué en tant que défenseur, c'est ce genre de mouvement-là où vous poussez. D'accord. Le prochain acronyme, KYP. Encore une fois, tous mes joueurs connaissent par cœur cet acronyme-là. Euh, Ce sont des points qui sont très utilisés dans la culture du basketball américain et européen, mais c'est très important aussi que vous le connaissiez. C'est-à-dire que vous devez connaître votre effectif. Vous devez maîtriser tous vos joueurs. En tant que coach, c'est votre responsabilité de partager avec vos joueurs tout ce que vous savez du basketball. On va supposer que vous avez un joueur qui est un mauvais tireur, un mauvais shooter, par exemple. Vous devez faire de telle sorte que vous vous rapprochiez de lui. Vous allez lui demander une certaine discipline, un exercice, des exercices un peu plus poussés de sa part, que des efforts accrus. Vous lui dites par exemple que oui, tu as des zones préférentielles, des zones où tu es beaucoup plus à l'aise lorsque tu tires, mais tu dois changer un peu de zone. Tu dois essayer d'avoir plusieurs zones préférentielles parce que dans la réalité du match, il y a plusieurs options que tu dois évaluer avant de prendre une décision. Et je pense qu'on a discuté de cela lorsqu'on a parlé des shoots difficiles à prendre. Et cela va vous permettre en même temps d'être une meilleure équipe défensive. Si vous respectez tout ce qu'on a dit, si vous gardez la balle devant, si vous restez devant la balle, si vous faites de telle sorte que l'attaquant est inconfortable et que tous vos joueurs sont positionnés de la meilleure façon sur le terrain, cela va vous aider à être une très bonne équipe défensive. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, chez nous, dans notre culture américaine du basketball, cela nous aide beaucoup. Concernant la première question, j'aimerais que vous sachiez que la diapositive que je viens de vous montrer tout de suite est un problème qui est commun partout, surtout aux États-Unis. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. La vitesse à laquelle vos joueurs jouent, le rythme, par exemple. Euh, pour les joueurs qui maîtrisent la manipulation de la balle, ils doivent être capables de maîtriser la balle beaucoup plus vite et beaucoup plus lentement en fonction de la circonstance. Vous devez faire de telle sorte que vos joueurs comprennent que ce n'est pas tellement grave de perdre la balle, mais vous devez penser à la prochaine possession. On va essayer de répondre aux autres questions rapidement. Coach, j'ai une question, vas-y. Le son est très mauvais, je n'arrive pas à comprendre. Le son est mauvais, je n'arrive pas à comprendre. C'est une excellente question. Donc, en tant que coach, je comprends que vous n'avez pas toujours, pardon, le luxe de choisir vos joueurs vous-même. Mais à Lagos, à l'académie de Lagos, ce qu'on fait, c'est que vous jouez plusieurs matchs amicaux ou un match de tournoi, de petits tournois, de telle sorte que vous puissiez avoir l'opportunité de voir les joueurs que vous allez avoir dans votre équipe. Et cela va vous permettre en même temps de faire des commentaires, de voir les points forts ou faibles de vos joueurs. Vous allez voir qui est meilleur shooter, meilleur rebondeur, meilleur passeur. Et ce n'est pas parce qu'un shooter à 3 points met un tir à 3 points que cela signifie qu'il est un bon tir à 3 points. Mais vous devez prendre en considération des détails supplémentaires. Cela peut être fait pendant les matchs de tournoi ou les matchs amicaux. Et en même temps, vous allez être capable de voir les différents comportements de vos joueurs.
Si vous remarquez qu'un joueur est bon au drive, vous allez devoir lui donner beaucoup plus d'espace pour se manifester. Oui, j'ai un commentaire à faire. Si vous avez la possibilité d'enregistrer la réunion virtuelle que nous sommes en train d'avoir actuellement, faites-le de telle sorte que vous puissiez la voir plus tard. Comme je le dis souvent, c'est toujours difficile euh, d'avoir des réunions virtuelles, surtout lorsqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous nous rendons compte que vous avez des outils, des éléments qui vous manquent, mais on essaie de s'adapter. Euh, Si, en tant que coach, vous n'avez pas la possibilité d'aller à certains matchs de tournoi, vous pouvez envoyer votre coach assistant. Vous lui dites clairement qu'il doit prendre des notes en fonction. On a un joueur qui est dans notre académie à Lagos et il s'appelle Maurice. Maurice est un excellent meneur, mais il a certains soucis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie d'abord ces joueurs-là par catégorie. La première catégorie, par exemple, c'est la catégorie des tireurs, des shooters, comme Steph Curry, par exemple. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont bons au drive. Et excusez-moi, c'est une erreur. Le deuxième, concernant la deuxième catégorie, c'est celui qui est à la fois très fort en pénétration et très bon en pénétration aussi. Et donc, il a une force physique et il a de bons appuis finaux pour la finition lorsqu'il pénètre. Donc, évidemment, pour la première catégorie, c'est assez évident. Vous devez avoir les mains constamment levées. Et le troisième point, vous devez continuellement garder le défenseur en face de vous. Mais il y a une autre difficulté, parce que vous pourriez avoir plusieurs types de joueurs sur lesquels vous allez devoir défendre. Mais en fonction de cela, vous allez établir des exercices euh, où vous allez travailler les mouvements des mains ou les mouvements des pieds. Pour les joueurs extérieurs, c'est-à-dire le meneur et l'arrière, vous allez leur demander de travailler beaucoup plus sur leurs mouvements latéraux et d'être très actif. Et vous ne devez pas permettre à celui qui vous attaque d'être capable de vous lier. Donc, vous devez connaître le joueur qui est en face de vous. Vous devez essayer de comprendre ce joueur-là, s'il est bon au shoot ou s'il n'est pas bon au shoot. Vous devez lire le joueur, mais il ne doit pas être capable de lire votre défense. Parce que si le joueur est bon en pénétration et que vous le forcez vers le milieu, c'est une très mauvaise décision en tant que défenseur. Vous devez le forcer vers la ligne de fond dans ce genre de situation-là. Donc, vous devez travailler sur l'activité, l'angle. Lorsque vous fermez le passage du joueur, vous devez fermer l'accès au shoot facile sur l'attaquant que vous défendez et le forcer sur un chemin en fonction des informations que vous savez sur le joueur. Et, mais vous devez aussi comprendre que les joueurs qui sont très bons, quelle que soit la manière dont vous défendez sur eux, ils mettront quand même leur shoot. Donc, cela est très important à savoir quand même. Pour les joueurs qui sont exceptionnellement forts, on essaie de les limiter dès le début de la possession. On essaie de faire de telle sorte que le joueur n'ait pas la balle du tout. Donc, on va supposer qu'un joueur très bon offensivement à la balle, on va envoyer un joueur qui n'est pas très bon en défense, qui viendra vers le joueur en plus d'un autre défenseur, juste pour gêner ce joueur-là. On sait que c'est impossible de stopper de manière définitive un bon attaquant, mais c'est juste au moins un effort supplémentaire pour limiter ce qu'il peut faire sur un parquet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Je pense que quelqu'un a levé la main. Je vais voir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions à faire? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Je pense qu'il n'y a rien concernant cette diapo-là.
Je vais partager mon écran. Il y a eu des questions sur le site Internet dont on parlait. Le voici. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Donc, sur le site Internet, il y a sur la page d'accueil, vous allez voir que c'est écrit Coaching Clinics. Et si vous descendez un peu sur cette page, vous allez voir que j'ai posté les derniers détails de notre réunion virtuelle. Mais au tout bas de la page, j'ai créé une section. Il y a des highlights de 3 à 5 minutes et je fais certaines explications. Ici, par exemple, ce que vous devez avoir dans dans votre arsenal lorsque il s'agit de basketball. À gauche, ça, c'est la version ordinateur. Concernant la version mobile, à droite, voilà comment cela sera affiché. Donc, voilà le processus pour atteindre la page que j'ai mentionnée sur l'ordinateur. Et ici, par exemple, c'est un résumé de la dernière réunion virtuelle que nous avons eue. Il y a un résumé qui est fait de quoi est-ce qu'on a parlé, du plan, un récapitulatif de tout ce qu'on a eu à mettre en exergue.